une chose qui me frappe, c'est qu'Averroès a vécu quand même il y a plus de 800 ans, et il fait l'objet de débats tout à fait tumultueux parfois. Alors il y a d'une part le film de Youssef Chahine qui est assez beau, mais qui présente un Averroès héros de l'esprit, me semble-t-il. Alors vous avez sans doute des opinions là-dessus. Et puis j'ai eu l'occasion, alors effectivement sur Internet, de voir une empoignade à distance entre Luc Ferry et Rémi Brague à propos de l'interprétation de la philosophie d'Averroès. Il y a aussi des débats sur les disciples d'Averroès. Sont-ils fidèles à la pensée d'Averroès ou non? J'ai moi-même une question, mais à laquelle vous répondrez sans doute dans votre présentation, à propos du sous-titre Averroès l'inquiétant, alors qui se réfère bien sûr à l'inquiétante étrangeté, l'Unheimlich, cher à Freud, auquel vous consacrez 2 chapitres, en vous appuyant d'ailleurs sur les textes d'Hoffmann. Et alors, on sait bien que la méthode implique l'usage de certains détours, mais ce serait intéressant de voir comment vous légitimez ce détour. Si je pouvais simplement donner une impression, j'ai eu l'impression que cette pensée vous intéressait, nous intéressait particulièrement, parce que c'est une pensée qui prend le risque de la folie. Enfin, vous l'opposez à Descartes, et notamment à la fameuse formule des méditations, mais quoi, ce sont des fous, en disant, voilà, Averroès est quelqu'un qui ne se contente pas d'être du côté des gens raisonnables, mais qui prend le risque de la folie, de l'étrangeté, et je pense que c'est quelque chose de très moderne, mais encore faut-il préciser de quoi il s'agit. La deuxième interrogation porte sur l'intellection, sur l'esprit universel. Est-ce que cet esprit est une espèce de ciel d'étoiles fixes où rien ne bouge, ou est-ce qu'au contraire, on peut imaginer une progression, une transformation, une recherche intellectuelle dans ce cadre? Ce sont, comme vous voyez, des questions qui ne sont pas des questions de spécialistes, mais j'espère que vous pourrez nous éclairer là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Non, ce sont de très bonnes questions. Vous me surprenez parce que c'est d'emblée très précis et très pertinent de ce que vous dites là. Alors, une question technique, j'ai combien de temps pour vous parler? Le temps que vous voulez. Alors, je vais parler un peu du livre, et puis parlant du livre, je répondrai à certaines de vos questions. Donc, c'est un livre qui a comme personnage principal Averroès. Averroès, c'est déjà un personnage de l'histoire en général et de l'histoire de la pensée en particulier assez fascinant. Il occupe une place tout à fait à part, quoiqu'on en parle finalement assez peu. C'est un Andalou, donc il est espagnol, il est né à Cordoue et il meurt à Marrakech. On le classe parmi les philosophes arabes, mais il n'est pas arabe au sens ethnique du terme. On le dit philosophe arabe parce qu'il est arabophone et qu'il relève d'un empire arabe. Mais encore une fois, au fond, il est espagnol. C'est une figure très particulière parce qu'il est en quelque sorte au terme d'une longue histoire de la philosophie arabe. On le voit généralement comme le dernier des philosophes au sens strict du terme, des philosophes de langue arabe, puisque pour des raisons évidemment historiques, des raisons guerrières, dans cette partie-là du monde, la philosophie va disparaître pour se déplacer en Orient. Et Averroès est un peu le dernier des penseurs arabes. Ce n'est pas tout à fait exact, mais disons que je passe sur les détails. Et donc, pour cette raison, déjà, c'est un penseur intéressant parce que, d'une certaine manière, il est comme la caisse de résonance de toute l'histoire qui a précédé, qui commence au moins avec Platon, Aristote surtout, puis les néoplatoniciens, puis ses grands prédécesseurs arabes, je veux dire par là, au moins Al-Farabi et Avicenne, qui sont 2 autres grands noms de ce qu'on appelle la falsafa, c'est-à-dire translittérer la philosophie de langue arabe. Averroès est un penseur du XIIe siècle, il meurt en 1198. Il vit à une époque très particulière parce qu'il est le contemporain d'un changement d'empire. Il est le petit-fils d'un homme qui porte son nom exactement et qui était une grande figure de l'empire almoravide, c'était un juriste de renom. Mais Averroès, lui, va connaître un bouleversement puisque cet empire almoravide va s'effondrer et il va servir une autre dynastie, la dynastie des Almohades, au service de laquelle il sera en tant que juriste lui-même.
Averroès, c'est un grand nom de l'histoire arabe en tant que juriste. Il est, en termes techniques, ce qu'on appelle un cadi. Un cadi, c'est un juge, et plus exactement, d'ailleurs, il fut juge des juges, grand juge à Séville et à Cordoue. Donc c'est quelqu'un qui a occupé dans l'Espagne andalouse, dans Al-Andalus, au XIIe siècle, un poste très très important, qui a fait d'Averroès une sorte d'intellectuel organique, pour reprendre les termes de Gramsci, c'est-à-dire quelqu'un qui était au service du pouvoir. Il n'est pas philosophe de métier, ça n'existe pas à l'époque, il n'y a pas dans le monde arabe l'équivalent de ce que l'Europe va bientôt connaître, à savoir les universités. Il n'y a pas d'université, et philosophe n'est pas un métier que l'on exerce comme tel. Donc il est philosophe en tant qu'enseignant à titre privé devant un groupe d'élèves le soir lorsque son véritable travail de juge est terminé. Donc c'est une figure extrêmement riche, d'abord parce qu'il occupe une place importante dans l'Empire de l'époque en tant que juge et juriste, et parce qu'il est quasiment le dernier de cette longue histoire de la philosophie qui a fait d'Aristote son grand nom, son nom principal. Mais l'histoire, les accidents de l'histoire ont décidé d'autre chose aussi, c'est que cet homme qui va disparaître quasiment de l'histoire arabe, puisque ses œuvres ne vont plus être recopiées, enseignées, traduites, transmises, finalement c'est très tard, au XIXe siècle, que le monde arabe redécouvre Averroès, et le XXe siècle aujourd'hui se déchire un peu son héritage. Cet homme, donc, qui va disparaître du panorama arabe, devient une figure, en raison des traductions, en hébreu et en latin, une figure incontournable de la culture, de la civilisation hébraïque et latine. Je veux dire qu'à l'époque, il est fascinant de constater que, au fond, dans les écoles juives de l'Espagne, on enseigne la philosophie avec les textes d'Averroès qu'on traduit. Et bientôt, quelques années plus tard, on enseignera la philosophie d'Aristote avec les textes d'Averroès qui le commentent. Parce que Averroès a ceci de particulier en tant que philosophe, c'est qu'il a principalement commenté Aristote. La légende dit que le prince qu'il servait était un prince éclairé, disons, intéressé aux lettres et à la philosophie, et préoccupé par l'obscurité d'Aristote, ce prince aurait demandé à Averroès, qui était non seulement un grand juge, mais aussi son médecin personnel, il lui aurait demandé, au courant de ses compétences de philosophe, d'expliciter un peu cet Aristote. Donc Averroès aurait commencé comme cela une longue carrière de commentateur qu'il n'abandonnera jamais, c'est-à-dire que jusqu'à sa mort, Averroès n'aura jamais cessé finalement, et c'est ce qui fera la plus grande partie de sa production philosophique, de commenter les œuvres d'Aristote qu'il lisait non pas en grec, il ne connaissait pas le grec, mais dans un arabe souvent traduit du syriaque. Donc c'est un Aristote parfois loin de l'original que nous connaissons, mais enfin pas si loin tout de même. Et c'est cet homme qu'il commente à tel point que le monde latin appellera Averroès commentator, le commentateur. Aristote, qui sera le nom principal de la philosophie en Europe, sera nommé philosophus, le philosophe. Et dans les textes latins, vous trouvez commentator pour désigner Averroès, parce que c'est l'homme qui est connu comme le plus grand, l'un des plus grands, le meilleur, le plus ample commentateur d'Aristote. Donc, en disant cela, je dis que Averroès est l'homme au moins d'une double ou d'une triple histoire. Il appartient à l'histoire arabe, il appartient à l'histoire juive, il appartient à l'histoire de l'Europe latine, de la latinité. Et pas qu'un peu, puisque à partir du XIIIe siècle, vous voyez, il meurt en 1198 et on a des traces de son œuvre traduite en latin à Paris vers 1225, c'est-à-dire même pas 30 ans après sa mort. Donc très rapidement, son œuvre est traduite et arrive dans un Paris qui a vu la naissance des universités, un Paris qui est totalement bouleversé, une France, une Europe totalement bouleversée, comme probablement jamais plus nous le serons, parce que cette Europe-là, qui pendant des siècles n'a connu de la philosophie que quelques bribes, n'a eu d'Aristote et de Platon que quelques morceaux, eh bien cette Europe-là, soudainement,
va recevoir, au terme d'un long parcours qu'on appelle la translatio studiorum, c'est-à-dire le transfert des études, va recevoir presque l'ensemble du savoir grec qui avait déserté l'Europe et qui, passant en Perse, dans le monde oriental, revient de traduction en traduction, revient dans le monde latin. Il faut imaginer le choc que cela constitue, c'est quelque chose que nous ne vivrons jamais, c'est-à-dire entre, disons, un Abélard et un Thomas d'Aquin, le monde a complètement changé parce que le corpus de textes disponibles est passé de 1 à 1000 quasiment. Et ce corpus immense, et non seulement immense, mais extrêmement compliqué. Il faut imaginer que les théologiens ou les jeunes maîtres du début du XIIIe siècle se trouvent d'un coup face à un corpus qui explique tout, de la naissance de l'homme au tournoiement des cieux, au changement des éléments, à la vie bonne, bref, tout, de l'éthique à la cosmologie, aux questions de génération et de corruption, tout est expliqué par ce philosophe, mais d'une façon extrêmement dense, extrêmement complexe, si bien que on a besoin d'exégèse, on a besoin de lecture d'appoint, et le meilleur des exégètes, c'est Averroès, qui, de façon littérale, un peu sèche, un peu difficile, a essayé d'expliquer, de paraphraser ce que Aristote avait systématisé. Donc cet homme Averroès va devenir, et pendant des siècles, une figure incontournable du monde, disons de l'Europe, en un sens un peu large, même si j'appelle Europe ici une Europe principalement latine. Ce serait discutable, c'est évidemment polémique, mais je le fais par commodité. Une figure incontournable parce que tout le monde le lit, tout le monde, même ceux qui ne le goûtent pas, même ceux qui vont le contester, tout le monde a besoin d'Averroès pour lire Aristote. Or, tout le monde a besoin d'Aristote pour essayer de comprendre quelque chose au monde comme il va et à la vie que nous menons. Sauf que un autre événement va se produire qui mérite notre attention, c'est que cet homme que tout le monde va lire, et que tout le monde déjà au XIIIe siècle, un XIIIe siècle un peu débordé, parce que le savoir est allé plus vite que la conscience des hommes, si vous voulez. C'est-à-dire, évidemment, ce savoir païen qui arrive dans une Europe chrétienne en train de se faire, non pas pour la chrétienté, mais pour l'Europe, eh bien, ce savoir va déborder à Paris et dans les universités, et l'Église ne pourra pas, malgré les censures, les tentatives de blocage, d'arrêt, ne pourra pas empêcher les étudiants de lire. D'ailleurs, ce qui vaut aujourd'hui valait déjà à l'époque. Il suffit de dire à quelqu'un de ne pas lire tel texte pour qu'évidemment le texte soit lu et immédiatement enseigné. Donc c'est ce qui s'est produit. Mais dans ce flot de savoir qui arrive, où Averroès occupait une place à part, Averroès va connaître un autre sort, c'est qu'il va faire scandale. C'est que ces commentaires qui sont lus, qui sont utilisés par tous, les philosophes aussi bien que les théologiens plus ou moins favorables à la philosophie, aussi bien que les théologiens adversaires de la philosophie, ces gens vont trouver en Averroès quelque chose de scandaleux. Pour le dire vite, tout Averroès est bon, tout Averroès est utile, tout Averroès est lumineux, sauf ce qu'il dit de l'intellect. Ce qu'on appelle, en termes techniques, la noétique, un terme qui vient du grec, le nous en grec, c'est l'intellect. Donc la noétique, c'est ce qui relève de l'intellect. C'est une partie de la psychologie qui concerne l'âme en général. Et, si vous voulez, sur la question de l'intellect, alors là, on ne suit plus Averroès et on considère que la lecture qu'il donne de la psychologie d'Aristote sur ce point est non seulement fausse, mais scandaleusement fausse, elle est dangereuse, elle est à la fois folle, incompréhensible et dangereuse. Dangereuse à tout point de vue, pour la foi, elle menace les dogmes de l'Église, et puis pour la vie même, dans ce cas-là de plus naturel, d'apparemment le plus évident. Ça ne se produit pas tout de suite, mais assez vite. C'est-à-dire que les œuvres qui arrivent, je le disais tout à l'heure, vers 1220-1225, sont d'abord reçues sans problème, mais à partir de 1250, donc une vingtaine d'années après, le scandale apparaît, et ce scandale va coller au nom d'Averroès, va coller aux habits d'Averroès jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à Renan au XIXe siècle.
Donc Averroès n'est pas seulement, si vous voulez, du coup le dernier né de la philosophie arabe, qui en un sens s'éteint avec lui. Il n'est pas un grand nom de la formation intellectuelle de l'Europe. Il est aussi dans l'Europe, et cela pendant des siècles, le nom d'un scandale, c'est-à-dire le nom d'un homme qui, en commentant la psychologie d'Aristote, a divagué, a développé des thèses totalement extravagantes, qui l'ont conduit à poser cette triple thèse hallucinante aux yeux de tous, à savoir qu'il y a un seul intellect pour tous les hommes, que l'intellect est séparé des corps des hommes, et que cet intellect est éternel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de création du monde, et nous sommes toujours précédés d'un intellect unique et transcendant, qui n'est pas avec nous, qui n'est pas en nous. Donc cette thèse, cette triple thèse est la triple thèse du scandale. Donc Thomas d'Aquin, Bonaventure, Albert le Grand, Gilles de Rome, Duns Scott, Guillaume d'Occam, les grands génies de la scolastique vont tous considérer que cet Averroès, par ailleurs fiable, sur ce point a gravement déliré et qu'il est absolument nécessaire de le condamner pour faire entendre d'une part la raison et d'autre part pour satisfaire au dogme de la foi. Quel était le problème, pour le dire très simplement? Eh bien le problème c'est que la triple thèse d'Averroès revenait à condamner la rationalité humaine. C'est-à-dire que la lecture qu'Averroès donnait de la psychologie d'Aristote revenait à nier que l'homme soit un être rationnel, que l'homme soit un être pensant. Si vous voulez, pour le dire en termes un peu anachroniques, on pourrait considérer que l'Europe se construit sous le patronage d'un Descartes qui dit ego cogito, moi je pense. Eh bien Averroès serait l'homme qui dirait moi je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensée de l'individu parce qu'il y a un seul intellect pour tous, que cet intellect nous a précédés, qu'il n'est pas avec nos corps qui mènent leur vie. Donc Averroès fait scandale comme philosophe, pourrait-on dire d'une formule anachronique, de l'anticogito. Averroès, c'est l'homme qui rend impossible cette proposition, apparemment évidente, cette proposition qui apparaît comme le présupposé de toutes nos vies, le présupposé de la morale, le présupposé de la vie politique, à savoir « je pense ». Thomas d'Aquin le dit très simplement, il dit « bon, évidemment, la thèse d'Averroès est impie, elle est impie parce que lorsqu'on dit que l'intellect est éternel, on nie la création. Si on nie la création, on est déjà contre la foi. Mais elle n'est pas seulement impie, elle est absurde d'un point de vue rationnel, parce que elle ne permet plus de vérifier quelque chose que nous supposons, que nous présupposons dans tous les gestes de notre vie. Si je ne pense pas, je ne peux pas agir, je ne peux pas avoir de société, faire société avec les autres, je ne mérite pas le châtiment, je ne mérite pas la récompense, je n'ai plus d'individualité, de personnalité mentale, tout s'effondre, si vous voulez. Alors, cette thèse, donc, 20 ans après son apparition, cette thèse est à peu près unanimement condamnée. Alors bien sûr, la condamnation est foisonnante, elle est intéressante dans son détail, mais ça n'est pas pour cette raison que j'ai écrit ce livre-là. Je me suis intéressé à autre chose encore. Je me suis intéressé non pas au scandale, non pas aux raisons du scandale, mais au fait très étonnant que ce scandale ait perduré. Je me suis intéressé, si vous voulez, au fait que ce scandale ait donné lieu à une histoire. C'est-à-dire que le problème n'a pas été réglé à la fin du XIIIe siècle, alors qu'on pouvait penser, compte tenu du génie des opposants, ne serait-ce qu'un Thomas d'Aquin, eh bien, force est pour nous de constater, force fut pour les opposants de constater que Averroès et son scandale, Averroès et sa folie, Averroès et sa noétique déraisonnable, n'a cessé de revenir au fil des ans, au fil des décennies et au fil des siècles. C'était déjà le cas à l'époque de Thomas d'Aquin. Lorsque Thomas d'Aquin, une première fois, écrit contre Averroès, il est jeune, nous sommes en 1255, 1260, il rentre en Italie,
Et le problème ne disparaît pas, tant et si bien que l'ordre dominicain auquel il appartient lui demande de retourner à Paris 20 ans plus tard, lorsqu'il est vieux, dès lors. Et parce que on dit qu'à Paris, des jeunes maîtres, finalement, se prétendent avéroïstes et enseignent à l'université parisienne les thèses dont on pensait qu'elles n'avaient plus sens à Paris. Donc déjà à l'époque de Thomas, cette récurrence, ce retour se manifestait, mais ça n'est pas simplement au XIIIe siècle qu'on le voit au XIVe, on le voit au XVe, le phénomène se déplace, il quitte Paris, où l'Église condamne, il arrive en Italie, puis en Europe de l'Est, et puis il revient en Italie. Si vous prenez Padoue au XVe siècle, au XVIe siècle, encore au XVIIe siècle, on ne cesse d'enseigner Averroès, et on ne manque pas de professeurs pour dire, au fond, certes, la foi dit qu'il faut adhérer à ceci, et j'y adhère bien, évidemment, mais par ma raison, je ne sais pas démontrer qu'Averroès a tort. Donc, je me suis intéressé à l'histoire de ce scandale, au fait que ce scandale ait pu faire histoire. Je me suis demandé pourquoi, comment expliquer l'histoire de ce scandale. C'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire le retour, la récurrence de cette figure scandaleuse d'Averroès en Europe. Comment un système, et quand vous lisez Thomas, c'est puissant, comment un système si fortement, si incontestablement, semblait-il, détruit, ruiné, mis à terre, comment un tel système a-t-il pu se relever et frapper à la porte sans arrêt? Alors on pourrait dire, mais oui, mais ces partisans étaient des jeunes qui avaient un goût pour la transgression, bon, soit, peut-être pas faux, les maîtresses arts, les maîtres en philosophie, au Moyen-Âge étaient des jeunes logiciens qui ont pu avoir quelques goûts pour la provocation. C'est probable, mais ça ne suffit pas à expliquer 500 ans d'histoire. Donc il a fallu s'intéresser à cela. L'idée étant très simple, très évidente, c'est que si Averroès fait retour, si Averroès ne cesse de revenir, c'est que quelque chose dans ce système dénoncé comme fou, coincé, cloché, qui n'était pas, quoi qu'on ait pu dire, quoi qu'on ait pu penser, qui n'était pas réglé par les Thomas d'Aquin, Albert le Grand ou autres. Donc quelque chose était là qui continuait de résister. Et c'est ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est l'écart entre l'extrême violence de la réaction, l'extrême puissance des récusations qu'on a opposées à ce système, et pourtant le retour permanent du scandale. Alors, pour comprendre ce phénomène-là, et c'est un nouvel élément du livre, qui est un petit livre, qui est un petit essai, pour comprendre ce phénomène, je suis allé chercher un peu de psychanalyse. Un petit peu, non pas pour faire de la psychanalyse pour elle-même, puis une psychanalyse assez ancienne et très connue, mais que j'ai utilisée à mon goût, dans l'idée que cela pouvait fonctionner assez bien. Et ce que je suis allé chercher, c'est l'un des concepts les plus fameux de Freud, à savoir celui d'inquiétante étrangeté, de Unheimlichkeit, ou d'inquiétance, comme Pontalis et Laplanche jadis le traduisaient. L'inquiétante étrangeté ou l'inquiétance étant chez Freud ce sentiment que nous éprouvons devant quelque chose qui nous apparaît comme étranger, qui nous met mal à l'aise, qui nous bouscule, mais dont en vérité le caractère non familier, le caractère inquiétant, le caractère désagréable, ne tient pas au fait que cette chose-là nous est totalement étrangère, mais tient à l'inverse au fait que cette chose nous était jadis familière, que nous l'avons refoulée, et que ce refoulé fait retour. Donc l'inquiétude, l'inquiétance, l'inquiétante étrangeté, c'est le malaise qu'on éprouve devant un phénomène qu'on pensait avoir surmonté, qu'on avait refoulé et qui nous revient, et qui, nous revenant, nous angoisse. C'est l'angoisse devant le retour d'un refoulé, si vous voulez, l'inquiétante étrangeté. La thèse est à la fois simple et forte. Elle est forte parce que, évidemment, je ne m'angoisse pas
de ce qui est radicalement autre que moi. Je ne m'angoisse pas du tout autre. Je ne m'angoisse pas, pour le dire avec des termes complètement différents, du barbare, qui est à mes frontières, que je ne connais aucunement. Je m'angoisse de ce que j'ai très bien connu, de ce qui m'est très familier, de ce qui est constitutif de moi en vérité, mais que j'ai, pour différentes raisons, que j'ai dépassé, que j'ai oublié, que j'ai refoulé, et qui pourtant revient. Et il m'a semblé que cette figure-là pouvait assez bien fonctionner pour comprendre cette histoire d'un scandale permanent avec Averroès et le malaise que l'Europe pouvait avoir éprouvé devant cette figure-là. Parce qu'au fond, même si j'en parle peu, sinon en conclusion pour l'évoquer, la perspective, l'enjeu, la portée, c'est bien celle-là, c'est de dire quelque chose du rapport que l'Europe a eu avec Averroès, et à travers Averroès, du rapport que l'Europe a eu avec les Arabes. Puisqu'évidemment, Averroès, même si je vais un peu vite, n'est pas qu'un arabe, on ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs de dire qu'Averroès est un arabe, mais il me plaît quand même de l'envisager sous cet angle-là, et du coup d'essayer d'élaborer, de proposer un discours sur le rapport de l'Europe aux Arabes. La thèse, vous l'avez bien compris, étant extrêmement simple, consistant à dire que, évidemment, Averroès l'arabe, Averroès ou les Arabes à travers lui, ne constituent pas l'autre de l'Europe, l'autre menaçant de l'Europe, l'autre radicalement autre qui, en vertu de cette radicalité, angoisserait l'Europe, mais constituerait le jadis familier d'une Europe qui a refoulé cette part intime, primitive d'elle-même, cette part qui, revenant, angoisse l'Europe. Donc, cette idée me plaît assez, elle n'est pas révolutionnaire du tout, mais il faut quand même la penser, il faut quand même essayer d'en tirer quelques conclusions, qui consistent, géographiquement c'est même évident, à rappeler qu'Averroès n'est pas aux frontières de l'Europe. Qu'Averroès, ne serait-ce que par son corpus, le corpus qu'il charrie, le corpus qu'il livre au latin, Averroès est constitutif de l'Europe. Averroès n'est pas l'autre de la scolastique, Averroès est dans la scolastique. Ce qui ne consiste pas à nier d'autres apports, d'autres héritages, bien évidemment. Tout ne se joue pas là. Il reste que c'est l'un des héritages de l'Europe, quand bien même l'Europe, pour diverses raisons, l'aurait nié, partiellement récusé, oublié, ou dépassé tout simplement pour tracer sa route, comme on trace sa route d'adulte en décrochant de l'enfant qu'on était. Donc la perspective est celle-ci, et il m'a semblé que ça n'était pas impossible, même assez précisément, d'appliquer cette grille freudienne à la noétique d'Averroès et au scandale qu'a représenté la noétique d'Averroès. Alors je vous en donne quelques exemples assez précis. Lorsque Freud développe sa doctrine de l'inquiétante étrangeté, il le fait à partir d'Hoffmann, des contes d'Hoffmann, et plus exactement de ce conte qui est l'Homo Sable. Et l'Homo Sable, hein, l'histoire d'un homme qui va mal et qui explique d'abord un souvenir d'enfance qui l'angoissait quand sa mère lui demandait d'aller se coucher parce que l'Homo Sable allait venir, etc. Bon, alors je ne vais pas raconter l'histoire qui est elle-même assez complexe, mais Freud se sert de ce texte-là et dit au fond, on a dans ce texte tous les éléments qui nous permettent de repérer les motifs de ce que je vais appeler l'inquiétante étrangeté. Si je dois essayer de donner quelques éléments constitutifs de cette angoisse-là que j'appelle Unheimlichkeit, eh bien je peux me servir de ce conte d'Hoffmann parce que là se trouve ramassé l'essentiel de ce que le concept articule. Et la première des choses, dit Freud, c'est qu'évidemment, l'inquiétante étrangeté procède d'une angoisse oculaire. Quand on lit le conte, l'enfant, puis l'adulte qu'il devient, le jeune adulte qu'il est angoissé par quelque chose qui a trait aux yeux. L'homme au sable jette du sable dans les yeux des enfants, et cet homme-là est angoissé dans le récit qu'il fait de sa panique à ses amis et à sa compagne. Il est angoissé par quelque chose qui a trait aux yeux. Angoisse oculaire, donc
derrière laquelle Freud repère très vite évidemment une angoisse de castration. La peur évidemment liée aux yeux, la peur de perdre son œil, c'est la peur pour l'homme d'être émasculé. Le père, dans cette histoire, étant celui qui vient troubler l'amour que le jeune homme veut vivre. C'est la figure noire qui empêche la réalisation de l'amour. Donc Freud dit au fond, si on veut comprendre l'angoisse que j'appelle l'inquiétante étrangeté ou l'inquiétance, si on veut la comprendre, il faut d'abord la penser par l'entrée d'une angoisse oculaire qui recouvrerait une angoisse de la castration. Alors si on prend cette simple chose, qui n'est pas mineure parce que c'est quand même le premier des concepts que Freud dégage, on retrouve très vite et de façon assez spectaculaire Averroès. Puisque Averroès, c'est l'homme, pour les latins, qui dit que l'intellect est, première des caractéristiques, séparé de l'homme. Il est séparé du corps humain. Alors, si vous faites de la philosophie, vous savez que c'est extrêmement banal, parce que, évidemment, Aristote lui-même, et au fond tous les philosophes à peu près dignes de ce nom, ont toujours dit en grec que l'intellect était choristos, c'est-à-dire séparé, parce que l'intellect n'avait pas d'organes. L'intellect n'a pas d'organes pour les Grecs, et au fond pour les Arabes aussi, puis pour les Latins, avant que la modernité ne bouleverse complètement la donne. C'est-à-dire que pour tous ces hommes-là, le cerveau n'est pas du tout l'organe de la pensée. Il n'en faut pas d'organe à la pensée, parce que l'intellect, c'est quelque chose qui reçoit des concepts et qui a besoin de ne pas être associé à un corps particulier, parce qu'un corps particulier, ça singularise les choses. Donc il n'est pas grave, si vous voulez, que j'ai mes yeux et que vous ayez les vôtres, parce que si vous voyez ce verre un peu moins vert que moi, peu importe. Mais il serait très grave, en revanche, que nous ne pensions pas exactement la vérité de la même façon. Et pour éviter ce désagrément, il faut que notre intellect ne soit pas associé à la singularité de notre corps. Alors pour cette raison, tous les auteurs disent que l'intellect est séparé. Mais dans cette histoire à peu près consensuelle, Averroès, c'est le partisan d'une séparation radicale. Et c'est cela que les latins vont lui reprocher, c'est-à-dire c'est l'homme qui dit l'intellect n'est pas seulement séparé comme vous pourriez le dire, il est séparé comme une réalité, comme un être au-dessus de nous, si vous voulez, radicalement coupé de nous, comme une sorte d'être autonome, tandis que vous, de votre côté, vous avez une existence autonome, l'idée étant que de temps à autre, nous nous connectons à cette substance, à cette réalité surplombante, transcendante et par soi. Donc Averroès, c'est l'homme de la séparation radicale de l'intellect. Première thèse intéressante. Parce qu'évidemment, derrière cette séparation radicale, on peut penser quelque chose comme une castration. Mais ce serait aller trop vite. Une médiation était nécessaire et évidemment faisable, qui consistait à se rappeler l'histoire de l'œil. Et si c'est éminemment faisable et facile, c'est que, et ça c'est spectaculaire, lorsque les latins présentent Averroès pour le condamner, lorsque les latins présentent Averroès pour montrer en quoi son système est effrayant et scandaleux, ils comparent la séparation de l'intellect à la séparation d'un œil. Thomas d'Aquin dit, alors que Averroès, lorsqu'il illustre, exemplifie son propre système, ne choisit pas cet exemple-là, Thomas d'Aquin, et après lui tous les autres, dit, au fond, Averroès défend un système fou, parce qu'il sépare radicalement l'intellect, et cela, c'est comme si on séparait l'œil de notre corps. Ce qu'il redira un petit peu plus tard à propos de l'unicité de l'intellect, en disant, c'est comme si, au-dessus de nos têtes, on plaçait non seulement un œil qu'on nous aurait arraché, mais un œil unique pour tous les individus. Alors, c'est très frappant, si vous voulez, parce que on pourrait d'une formule résumer l'affaire en disant que Averroès, vraiment pour les latins, c'est un arracheur d'œil. C'est vraiment l'homme qui arrache à l'individu son œil et qui, lui arrachant son œil, lui arrache, dit Thomas, ce qu'il y a de principal en nous. Freud disant par ailleurs qu'évidemment, arracher l'œil, c'est-à-dire émasculer l'individu, c'est le couper de ce qu'il y a de principal en lui. On a l'impression que Freud répète quasiment la condamnation que Thomas d'Aquin fait d'Averroès. Donc Averroès, c'est véritablement un arracheur d'œil. Si on voulait dessiner
Averroès dans la monstruosité du système d'Averroès, il faudrait montrer à un homme les yeux crevés ou exorbités avec quelque chose au-dessus de lui qui serait son œil sanguinolent, et un œil sanguinolent qui verrait peut-être, mais en tout cas qui ne permettrait pas à l'individu exorbité de voir lui-même. C'est cela. Qu'est-ce qu'il reste à l'individu à qui on a arraché l'œil? Il ne lui reste plus rien. Il n'y voit plus rien, il est aveugle. Si on considère évidemment que l'œil c'est le symbole de la rationalité, cet homme-là ne pense plus, cet homme-là est fini. Alors ça c'est la première chose presque incontestable, presque évidente, me semble-t-il, d'un rapprochement possible entre la lecture freudienne et Averroès. Et dans le livre, je fais un tout petit chapitre un peu de respiration, mais c'est quelque chose que je vous dis et qui m'avait frappé. Au hasard d'une balade de touristes à Syracuse en Sicile, je suis tombé sur l'un des multiples tableaux, quoique celui-là soit inconnu, qu'on appelle Triomphe de Thomas d'Aquin. C'est un tableau où on représente toujours Thomas en vainqueur de ce fou enturbané que fut Averroès, et contraint d'ailleurs généralement dans les tableaux de déchirer un livre, que ce soit Aristote ou le Coran. Donc Thomas est toujours là, trônant en majesté dans sa chair, avec la Bible ou l'une de ses œuvres, et Averroès est toujours au sol. Et lorsque je me suis approché de ce tableau-là en Sicile, j'ai constaté une chose très étonnante, c'est que le tableau a été vandalisé. J'ai pris la photo, je l'ai mise, elle n'est pas de très bonne qualité, mais on le voit assez. Le tableau a été vandalisé et quelqu'un, je ne sais pas à quel moment, ça n'est pas celui-là, et quelqu'un, mais on ne voit rien là, hein, c'est qu'à le dire, mais quelqu'un, je ne sais pas quand, et sans doute il y a longtemps, au couteau a arraché les deux yeux d'Averroès, comme on le faisait jadis des statues dans les tombes égyptiennes pour que le vol ne soit pas vu. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé. Tu nous as pris les yeux, nous prenons les tiens. Mais il n'y a pas que la séparation sur laquelle on pourrait dire... alors, il y a bien... j'essaye d'enchaîner des choses, mais... parce qu'il s'agirait de savoir s'il y a une castration, si du coup Averroès est aussi un philosophe de l'amour impossible. Est-ce qu'au fond, les latins ont lu Averroès comme l'homme qui défend un système dans lequel il n'est plus possible d'aimer? Parce que, évidemment, la castration, c'est l'impossibilité de l'amour. Alors là, je propose une lecture plus difficile, parce qu'Averroès a assez peu parlé de l'amour, mais effectivement, hein, le premier ami de Dante, qui s'appelait Cavalcanti, un poète italien du début du XIVe siècle, a effectivement, en philosophe qu'il était en vérité, dans l'un de ses plus célèbres sonnets, a développé une théorie de l'amour très technique, sous des termes un peu poétiques, a développé une théorie de l'amour extrêmement pessimiste, en fait de l'amour impossible, de l'amour noir, où l'amoureux n'a d'autre perspective que la dissolution de lui-même, la perte de soi, très inspiré de la théorie d'Averroès. L'idée étant que, si vous voulez, si l'intellect est coupé de moi, si l'intellect est au-dessus de moi, si l'intellect n'est plus constitutif de moi, il ne me reste que ma passion, mais une passion qui me brûle, une passion qui me consume, et que je suis incapable de contrôler et de moraliser. Un Dante, par exemple, dit tout autre chose, comme vous le savez. Dante souffre, mais il sublime, pour parler en psychanalyste, il sublime sa passion, il en tire ce qu'il appelle en italien un ben fare, un bien faire, et s'accomplit dans une œuvre poétique somptueuse, inégalable. Cet accomplissement, ce dépassement de la passion, n'est plus possible dans un système qui laisse l'homme, qui enferme l'homme dans son corps, dans son animalité, et laisse l'intellect au-dessus de lui. Bon. Donc ça me semblait à peu près marcher. Et je vous donne deux autres exemples rapides. Là j'ai parlé de la séparation, mais l'avéroïsme c'est aussi donc la thèse de l'unicité de l'intellect. C'est même la thèse la plus célèbre dans l'histoire. On appelle le système d'Averroès, d'un terme assez mal choisi, le monopsychisme. Une seule âme. C'est assez mal choisi parce que c'est pas une seule âme, en vérité c'est un seul intellect. Enfin, peu importe.
Ce terme est célèbre, on le retrouve, quand je disais tout à l'heure qu'il y a une histoire, je ne mens pas, parce que si vous lisez, c'est très étonnant, si vous lisez des textes du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle, vous voyez qu'on parle d'Averroès comme du fondateur de cette théorie folle qu'est le monopsychisme. On s'en offusque, qu'on s'en scandalise, mais on ne cesse d'en parler. Leibniz le fait, Kant le fait, Herder le fait pour le reprocher à Kant, Bayle le dénonce en rapprochant cela de cette folie qu'est Spinoza. Bon, bref, c'est là. Donc la théorie d'Averroès, la plus célèbre, c'est cette idée qu'il n'y a qu'un seul intellect pour tous les hommes. Bon. Elle est célèbre, vous voyez pourquoi? Parce que les maîtres de l'époque, les théologiens de l'époque, sans doute, ne se privaient pas d'un peu de mauvaise foi. Et c'est très facile de faire entendre le caractère délirant d'une telle thèse. Il y a une manière de présenter la thèse de l'unicité de l'intellect qui tout de suite la ridiculise. Parce que si je dis qu'il y a un seul intellect dans cette pièce, là, eh bien, notre réunion s'effondre, parce que vous n'auriez pas plus de raison de m'écouter que l'inverse, et puis au fond, vous sauriez déjà ce que j'ai raconté. Alors, les théologiens ne se sont pas privés, et cela jusqu'au XIXe siècle, hein, de moquer la doctrine d'Averroès en disant mais c'est absurde, enfin s'il y a un seul intellect, alors Judas et Jésus ont le même intellect, l'assassin et puis la victime ont le même intellect, Bayle dira au XVIIIe siècle, hein, même Spinoza, qui avait été agressé d'un homme qui lui avait porté un coup de couteau, même Spinoza, le plus fou de tous les fous, n'était pas assez fou pour ne pas voir qu'il y avait une différence entre lui et son agresseur. Bon. Donc Averroès, c'est le pire des êtres pour avoir conçu cette monstruosité d'un seul intellect pour tous les hommes. En vérité, évidemment, ça n'est pas l'objet de mon texte, mais en vérité, cette thèse de l'unicité, bien comprise, est une thèse d'une grande modernité. Parce que ce que veut dire Averroès, ça n'est pas qu'il y a une seule intelligence comme un individu qui nous ferait tous fonctionner, si vous voulez. Mais c'est qu'il y a dans tous les individus une même rationalité à l'œuvre. Donc c'est quelque chose qui a une portée politique considérable, qui consiste à dire que, évidemment, l'intelligence est la même pour tous. Il n'y a pas une humanité inférieure à une autre, parce que du point de vue de la rationalité, le partage n'a pas lieu. Donc, passons sur la réalité du système d'Averroès. L'important, c'est qu'on a fantasmé sur l'idée d'une sorte de super-substance, de super-œil, comme Durkheim le dira d'ailleurs à propos de la sociologie, pour contester la lecture qu'on fait de la sociologie, il le dira de l'esprit social. On imagine qu'il y a un esprit social, on fantasme facilement sur l'idée qu'il y aurait une sorte de super-pensée au-dessus de nous qui agirait pour nous. Au fond, si je vais acheter, non pas Averroès l'inquiétant, mais si je vais acheter le dernier livre d'eux, c'est parce qu'il y a de la publicité, je ne suis plus un agent libre, si j'agis comme ça, si je... Bon. Donc c'est une idée, là aussi, qui a sa modernité. En bonne ou en mauvaise part, mais enfin peu importe. Donc on a fantasmé sur cette idée de l'unicité. Et le fantasme, il était double, et il est passionnant lorsqu'on ressonge à Freud. Il y avait deux entrées qu'on faisait de cette unicité. Premièrement, on disait, s'il y a un seul intellect pour tous les hommes, étant donné que l'intellect est censé faire l'homme, parce que l'homme est un être intelligent, donc ce qui fait de moi un homme et pas un animal, c'est que j'ai un intellect. Donc l'intellect est constitutif de l'homme. Si l'intellect est censé faire l'homme et qu'il y en a un seul pour tous, alors nous sommes, dans notre être, tous les mêmes. Nous avons tous le même être. Donc l'avéroïsme dans l'histoire, si on prend ce chapitre de l'unicité, c'est une philosophie folle de la confusion des êtres. C'est cette idée absurde où les gens ne cessent de dire mais c'est fou, et ils ne vont cesser de reparler de cette folie-là comme si il ne suffisait pas de le dire pour la faire s'éteindre. C'est le système qui dit au fond que nous baignons, nous trempons, nous sommes toujours rattrapés, nous n'arrivons pas à nous tirer d'une confusion ontologique originaire, qui fait que nous avons tous un seul et même être. Pourquoi ça nous rappelle Freud? Ça nous rappelle Freud très simplement, parce qu'évidemment, l'homme, tout homme, vous, moi, nous procédons tous à une confusion originaire, non seulement celle que, bébé, embryon, nous avons vécue avec notre mère,
mais celle même, lorsqu'on lit Freud plus attentivement, qui caractérise l'état premier de tout vivant, cet état que Freud appelle vésiculaire, où le vivant ne s'est pas encore construit. Le vivant ne s'est pas encore construit par distinction du dedans et du dehors, de l'interne et de l'externe, avant de devenir tel ou tel vivant. Donc au fond, tout vivant, dit Freud, procède d'un état d'indifférenciation vésiculaire. Nous venons tous d'une sorte d'état de proto-soi. Notre arrivée dans l'existence suppose toujours un état d'indifférenciation. Et puis, individuellement, nous procédons tous de la confusion ontologique avec notre mère. Évidemment, cela, nous l'avons dépassé. Nous ne sommes plus là. Vous n'êtes plus dans un état de confusion avec votre mère. Vous n'êtes plus une vésicule. Vous vivez par partition du dedans et du dehors. Tout cela va bien. Mais cette chose-là, cette confusion, cette indistinction, elle n'est pas si loin. Elle est à la fois surmontée et refoulée, mais elle n'a pas entièrement disparu. Et l'avéroïsme est un système inquiétant, pourrait-on dire, en tant qu'il réactive cette dimension-là. Ce qui fait que l'unicité de l'intellect n'est pas une théorie qu'on peut tout de suite balayer parce qu'elle est évidemment délirante, c'est précisément parce qu'elle touche quelque chose qui touche à la vérité de l'individu. Ça, c'est la première entrée. Et il y a une deuxième entrée, c'est que s'il y a un seul intellect, la plus évidente de tous, c'est qu'il y a une seule pensée pour tout le monde. Ça veut dire que nous pensons tous la même chose en même temps. C'est-à-dire que nous ne pensons plus. Voilà. Et cela, ça fait penser à quoi chez Freud? Ça fait penser à une chose tout à fait fascinante, qui est ce qu'il dit de la télépathie. Freud s'est intéressé à la télépathie, il n'a pas trop osé le faire en vérité. Parce qu'évidemment, il redoutait, étant donné qu'il était en train de construire son système, et qu'il était très soucieux de donner un caractère scientifique à la psychanalyse, il redoutait plus que tout qu'on puisse taxer de délire son œuvre. Donc il avait une grande méfiance à l'égard de la télépathie. Mais un grand attrait aussi pour cela, et une grande séduction, à tel point qu'à plusieurs reprises, il écrit que nous devons bien admettre que des phénomènes d'ordre télépathique se produisent. La question étant pour nous de les expliquer. Bon. Quand on regarde ce que Freud dit de la télépathie, au fond, il la définit comme ce phénomène où, en pensant, je communique quasiment ma pensée à un autre, c'est-à-dire que ce que je pense, je le fais penser à l'autre. La télépathie, c'est un système de communication des pensées, de transfert, en allemand, de transfert des pensées. On pourrait dire que, de ce point de vue, l'avéroïsme, c'est une sorte d'hyperbolisation de ce phénomène. Ce n'est pas une télépathie entre moi et toi, c'est une télépathie entre tous les individus, puisque tout le monde pense ce que pense tout le monde. En quoi cela serait-il angoissant? Alors c'est angoissant à un niveau non psychanalytique, évidemment, c'est facile de le dire. Mais en quoi, dans la grille freudienne, cela rejoint-il ses développements sur l'inquiétante étrangeté? Parce que Freud voit dans la télépathie un phénomène qui rappelle ce que fut selon lui le mode primitif de communication de tout vivant. Aujourd'hui, nous communiquons, comme je le fais, par des signes, par des mots, par la voix, par des gestes, etc. Et Freud dit, sans doute n'était-ce pas le mode primitif de communication des vivants. Sans doute, comme on le voit encore chez les animaux, comme on est obligé de l'admettre chez les animaux, qui ne communiquent pas en criant ou en faisant des signes, mais qui paraissent s'entendre au point d'agir de concert de façon très efficace, sans doute existait-il à l'origine, pour l'homme aussi, un mode de communication non linguistique. Ce mode de communication, dit Freud, nous l'avons dépassé pour des raisons d'efficacité, peut-être parce que il est plus rapide de crier au feu que de miser sur la capacité que nous aurions de transférer nos pensées d'une tête à l'autre. Ce mode, nous l'avons dépassé, mais ce mode n'a pas disparu. Et la preuve, dit Freud, c'est que c'est encore ce mode de communication qui est à l'œuvre dans les réunions de groupe, dans les réunions de masse, dans les phénomènes d'enthousiasme de foule,
lorsqu'une foule s'emporte et comme d'un seul mouvement se porte à adhérer ou s'enfuit, hurle, pleure, etc. Comme vous le savez, Freud a beaucoup étudié la psychologie des foules à la suite de Lebon. Et Freud dit, au fond, on voit dans la masse, encore aujourd'hui, on voit dans le mode de communication des masses, on voit à l'œuvre ce mode primitif de communication du vivant qui n'a pas disparu et dont la télépathie serait ponctuellement une manifestation. Eh bien, si cela est vrai, si cela tient, on peut le raccrocher à ce que j'ai dit de l'avéroïsme, puisque l'avéroïsme, comme doctrine de l'unicité de l'intellect, c'est-à-dire comme doctrine du transfert généralisé des pensées, serait, angoissant en cela, une réactivation du mode primitif de communication de tout vivant. C'est ça qui... Et comme je le disais tout à l'heure, au fond, je n'arrive pas à balayer la doctrine de la séparation ou la doctrine de la confusion ontologique parce que quelque chose est là qui en vérité me touche, me parle, quelque chose est là qui correspond à un retour du refoulé et non pas à l'arrivée, à la tombée d'une pure et simple folie. Eh bien, avec cette idée du transfert des pensées, reviendrait, reparaîtrait quelque chose que l'homme n'a pas totalement fait disparaître. Idem, mais je ne vais pas vous assommer, avec la question de l'éternité de l'intellect. L'intellect est éternel. S'il est éternel, nouvelle condamnation évidente, ça veut dire que depuis toujours, tout est pensé. Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis 7000 ans qu'il y a des hommes qui pensent. Eh bien, avec Averroès, l'homme naît doté d'un intellect qui est déjà plein. Vous pourriez me dire, et c'est déjà le cas chez Platon, qui nous apprend que notre âme est éternelle, a déjà tout su, sauf que Platon considère que l'âme s'incarnant oublie et qu'il reste quelque chose à faire dans la vie, c'est-à-dire au moins attaché de se ressouvenir. Averroès ne dirait pas ça. Nous naissons dotés d'un intellect archi-plein, connaissant déjà de tout, si bien que l'homme n'aurait aucune vie en tant qu'être intellectuel à vivre, puisque d'emblée les jeux seraient faits. Alors évidemment, là aussi c'est angoissant. C'est angoissant de se dire qu'il n'y a que la vie, contrairement à ce que Aristote lui-même le suggérait avec sa métaphore de la tablette vierge, pour désigner notre intellect. La vie ne serait pas une page blanche, mais l'inverse, une page archi-noircie, sans aucun espace, sans aucune marge. Aucun de nous ne pourrait écrire le moindre mot sur la page que serait sa vie. Alors évidemment, cela, cette idée que du coup, nous naissons avec comme seule perspective de répéter quelque chose qui a déjà eu lieu, de réactiver quelque chose qui s'est déjà joué, cela rejoint un autre motif célèbre de l'inquiétante étrangeté chez Freud, à savoir la répétition non intentionnelle du même. Freud dit, c'est très angoissant, par exemple, dans une même journée, de tomber plusieurs fois sur le même numéro, ou de vouloir s'échapper d'une rue et de ne cesser de retomber dans cette rue. Et plus largement, les phénomènes de répétition nous angoissent. Pourquoi ? Je vais très vite, c'est compliqué, et l'un des points les plus discutés, évidemment, de la théorie psychanalytique freudienne, parce que ces phénomènes de répétition seraient le signe d'une contrainte, d'une compulsion de répétition. Nous serions face à quelque chose qui nous déborde. Quoi que nous voulions, nous serions contraints de répéter des phénomènes, et cette répétition de ces phénomènes serait le signe en nous, pour le dire très très vite, de ce que Freud appelle une pulsion de mort. C'est-à-dire qu'au fond, tout le rêve d'un système, si vous voulez, c'est de garder son équilibre. Tout événement est un déséquilibre. Et tout système, tout organisme souhaite rétablir l'équilibre qu'il a perdu. Donc, tout système organique est réactionnaire, c'est-à-dire souhaite revenir à l'état d'avant la perturbation. Bien sûr, vous pourriez dire qu'il y a un certain plaisir dans la tension, une certaine jouissance dans le déséquilibre. Ça n'est pas ce que Freud développe à propos du vivant. La tension déséquilibre, le déséquilibre est un malaise, et donc tout système veut rétablir l'état antérieur. Et au fond, si on pousse à sa limite cette logique, ce que veut tout système, c'est revenir à l'état le plus antérieur qui soit, c'est-à-dire à l'état qui rendrait même impossible tout déséquilibre, c'est-à-dire à la mort.
L'idée de Freud étant que le vivant a procédé de la mort. Le vivant est né de la mort, et qu'au fond, tout vivant veut revenir à son état premier, et que le véritable nirvana consisterait à mourir, puisque dans la mort, il n'y a plus même le risque du déséquilibre. Cette chose-là, nous l'avons peut-être dépassée, nous vivons notre vie dans une soif de déséquilibre, peu importe. Reste que cela n'a pas disparu, et cela qui n'a pas disparu serait, une fois de plus, réactivé par l'avéroïsme. L'avéroïsme avec cette philosophie d'une éternité de la pensée qui s'impose à nous, quoi que nous voulions, sans que nous le désirions, quand bien même nous voudrions autre chose, quand bien même nous voudrions par notre vie, la singularité de nos images, de notre histoire, produire quelque chose à nous, rien qu'à nous, l'avéroïsme serait ce système qui nous dit, quelles que soient les vaguelettes que produit l'individu, ce qui se surimpose à lui sans arrêt, de façon surplombante, nécessaire, incontournable, et quel que soit son désir, c'est l'éternité, la stabilité d'une pensée toujours déjà absolument faite. Avec cette thèse-là, que les latins condamnent et qui ne peuvent s'empêcher de recondamner, recondamner, recondamner en la réaffrontant chaque fois, cette thèse-là serait la réactivation de la compulsion de répétition dont Freud parle. Du coup, évidemment, je me disais qu'il n'était pas absurde d'appliquer cette grille freudienne à Averroès. On peut choisir d'autres entrées pour rapprocher Averroès et Freud. Ça n'est pas une grande nouveauté. L'idée que nous ne soyons pas les maîtres de nous-mêmes, que ce qu'on appelle la subjectivité, la liberté de l'individu soit en vérité un leurre parce que chacun de nous est dominé par des pulsions, par un organisme qu'il ne connaît pas et qu'il ne contrôle pas, cette idée elle est vieille. Nietzsche le disait déjà, Marx le dira en faisant jouer les pressions sociales d'un autre point de vue, plus global, Freud le disait déjà. De ce point de vue, il est facile d'inscrire ou de faire d'Averroès le père ou le grand-père de tous ces systèmes. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas essayé de travailler le système d'Averroès pour lui-même, en lui-même, ce qui demanderait de faire la part entre ce qu'on lui a prêté et ce qu'il a véritablement dit. Cela, je l'ai fait, je le fais, et ce sont des travaux scientifiques. Non, j'ai essayé de me servir de Freud, non pas pour en faire le petit-fils ou le fils d'Averroès, mais pour dire qu'il nous donne les outils pour comprendre quelque chose de cette histoire très étonnante où une figure scandaleuse et apparemment folle ne cesse avec sa folie de venir hanter l'Europe théoriquement libérée de ces vieux démons. Et la thèse terminale, donc sur laquelle je vais m'arrêter, et la thèse, c'est donc de dire que ce qu'il explique, comme je le disais tout à l'heure, c'est précisément que Averroès, et avec lui la pensée arabe, n'est pas un opposite inconnu, n'est pas le tout autre de l'Europe, n'est pas le barbare aux frontières, dont on a peur parce qu'on l'ignore. Le non familier, c'est pas ce qui n'est absolument pas familier, c'est ce qui a été familier, c'est le déjà familier dont on a oublié la familiarité. Donc que faut-il faire une fois qu'on a posé ce constat? Quelle conclusion faut-il en tirer? Je n'en sais rien, on peut aller évidemment dans bien des directions, mais l'idée déjà n'est pas mince de rappeler cette place de la pensée arabe et d'Averroès dans l'Europe qui s'est construite, c'est-à-dire de défendre cette thèse selon laquelle il y a une seule rationalité à l'œuvre dans toute l'histoire, et évidemment pas une rationalité arabe qui se serait jouée en Andalousie, puis en Iran ou je ne sais où, une rationalité latine directement héritée des Grecs qui se serait jouée entre Paris, Rome et Oxford, etc. Une seule rationalité au sein de laquelle donc Averroès et les Arabes ont joué leur rôle, fût-ce au prix de l'inquiétance, mais c'est ainsi. Voilà. Bravo.